Bonjour, bonjour. Nous allons terminer la vidéo que nous avons commencé aujourd'hui sur la jeunesse de répétition Nabla. Donc actuellement, je suis encore en train de me diriger toujours vers notre salle de répétition et je vais continuer et terminer certainement l'histoire que nous avons commencé dernièrement. Donc nous étions déjà vers les années 2006 lorsqu'on a créé le groupe de répétition Nabla. Bonjour. On a créé le groupe de répétition Nabla. Donc, je voudrais préciser que nous, en ce qui nous concerne pour ces années-ci ou pour cette année-ci, donc nous allons vous expliquer comment on a procédé pour continuer avec notre groupe à partir de 2006. Donc, en fait, bonjour madame. Donc, je vais entrer dans la salle. Voici notre salle ici. Je vais entrer. Et voilà, je suis à l'intérieur. Je vais allumer. Comme vous puissiez voir, je vais allumer. C'est un peu obscur. Voilà. Voilà. J'ai allumé. Donc, je vais continuer la vidéo. Je vais chercher un endroit où m'asseoir. Voilà. Et nous allons continuer. Dans les bancs qui sont derrière moi, n'oubliez pas, ce sont les bancs supplémentaires que nous allons utiliser, que nous utilisons pour que les gens s'asseyent là-dessus. Donc voilà, je vais continuer. Je précise qu'en 2006, donc, on rebaptise notre groupe, le groupe de répétition Nabla, par rapport au groupe qui s'était créé en 2005, Acquérir le savoir, et qui faisait concurrence à notre groupe qui profitait des fruits, des bienfaits du travail que nous avions accompli et qui prêtait à confusion. Nous avons donc créé le groupe Nabla, le groupe de répétition Nabla. Et je précise, notre groupe, c'est un groupe de répétition, pas un groupe de TDS. Les TDS, c'est quoi? Les TDS, contrairement aux répétitions, parce que chez nous, en répétition, nous, on réexplique le cours et on fait l'exercice. C'est-à-dire, on fait en sorte que les enfants puissent comprendre le cours. Les TDS, ce sont des TD académiques qui ont été détournés. Donc, ça dit, un chargé de TD académique va, par exemple, mal faire le TD académique parce qu'il estime que les gens doivent venir payer, les étudiants doivent venir payer, donc, dans un groupe particulier, pour pouvoir faire les mêmes répétitions que nous faisions déjà avec eux, donc qui devrait faire normalement sans être payé. Il fait mal son travail parce qu'il s'attend à une rémunération indirecte. Et voilà donc ce qu'on appelle TDS chez nous ici à l'université Yaoundé 1 ou bien encore au Cameroun. Et personnellement, je ne peux pas cautionner cela. C'est la raison pour laquelle chaque fois je vous répète, notre groupe, c'est le groupe de répétition Nabla. Or, un groupe de répétition, contrairement au groupe de répétition, ce n'est pas les chargés des TD académiques qui le font. Ce sont des personnes, des individus qui décident, par exemple, d'apporter leur contribution à la construction nationale et de la construction de l'Afrique, la construction du monde. Donc, voilà ce que nous, on a. Je vous ai dit, il y avait un problème que nous, on avait. À l'époque, pour obtenir la licence, il fallait en moyenne 6 à 7 ans, 8 ans, 10 ans parfois. Et dans certaines universités en Afrique, ça continue encore. Et c'est la raison pour laquelle il y a des affluences, il y a eu certaines affluences vers les universités où aujourd'hui, par exemple, on réussit plus facilement. Et je précise que le sacrifice qu'on a fait ici au niveau du Cameroun, au niveau de Yaoundé, d'autres universités l'ont copié. Et par exemple, à Soa ou en fac lettres, nous avons commencé cela en fac sciences, en faculté de sciences. Aujourd'hui, en fac lettres, dans les filières géographie, dans les filières histoire, il y a aussi les groupes de répétition. Et nous, ça nous fait, franchement, nous sommes fiers de ça. Bon, c'est vrai que jusqu'à présent, il y a certains groupes qui sont encore, où il y a de la corruption, où par exemple, il y a certains chargés d'études académiques qui continuent à, par exemple, corrompre. C'est-à-dire qu'ils utilisent leur position pour, un peu, je peux dire, pour frapper. Parmi eux, il y a d'autres qui font bien leur travail. Mais il y a certains que je sais que eux, ils font le business des notes. Ils font le business, ils font passer
les épreuves, parfois la moitié des épreuves. Or, les groupes comme ça ne vont pas durer, ils ne vont pas perdurer dans le temps. Parce que dès lors que l'encadreur sera au courant qu'il y a du faux, il ne peut pas accepter qu'on le mêle à un faux. Et il va chercher à se détacher de son étudiant, soit le punir, soit le traduire au conseil de discipline, en faisant qu'on le traduise au conseil de discipline. Donc je continue donc en disant qu'en 2006, donc, notre groupe existe déjà. On a rebaptisé notre groupe, le groupe de répétition de Nabla. Et à partir de 2006, on lance donc directement les prépas concours. Et je vais vous dire, en 2006, je pense, j'avais formé, je crois que c'était 3 personnes pour la fac médecine, 2 personnes pour Polytechnique, l'école nationale supérieure Polytechnique. Et je vous dis, j'avais eu 100% de réussite cette année-là. Et j'avais peur. Parce que vous voyez, par exemple, une chose que vous n'avez pas déjà fait avant. Pour Polytechnique, n'avez pas peur. Parce que je vais vous raconter l'anecdote de Polytechnique. Pour Polytechnique, n'avez pas peur. Pourquoi? Parce que en 2001, quand je suis en première année, j'étudiais un jour au Polygone. Voilà, donc il y a une salle qu'on appelle Polygone. C'était une salle où on utilisait pour étudier. Donc c'est derrière l'amphi 1002 au niveau de la faculté des sciences de l'université Yaoundé 1. Donc nous on étudiait là-bas. Et un jour pendant que je suis en train d'étudier, un monsieur m'accoste. Je suis au tableau avec la clé en train de travailler. Un monsieur m'accoste, il était assis derrière, je ne savais pas qui était. Il me dit bonjour monsieur. Je dis bonjour. Je suis en 3e année en physique. Et je voudrais faire l'école nationale supérieure Polytechnique. Je vais entrer au second cycle. Et moi, je lui dis, moi je suis au niveau 1. Je suis en première année. Et je ne sais pas ce que moi je peux vous. Il me dit non. En fait, j'ai une épreuve avec les corrections. J'ai les épreuves, les anciens sujets du second cycle Polytechnique. Mais je ne comprends pas. Quand je lis, je ne comprends pas. J'aimerais que vous puissiez prendre ça, vous lisez et vous m'expliquer. Parce que je vois la façon dont vous travaillez au tableau. Moi, ça me plaît beaucoup. J'aimerais que vous puissiez m'expliquer. Sur ça, j'ai été bluffé. J'ai dit que c'est un challenge, il faut qu'on se lance. Essayons, voyons ce que ça peut donner. J'ai accepté, j'ai pris ses cours. Il m'avait donné, je crois, c'était 3000 francs. 3000 francs. Et pour moi, 3000 francs, c'était beaucoup. C'était très beaucoup. C'était beaucoup. C'était suffisamment beaucoup. Donc, ça me faisait 30 plats au resto. Parce que les plats au restaurant sont subventionnés au niveau de l'université Yaoundé 1. Ça coûte 100 francs. Donc, je savais que j'avais mes 30 plats au restaurant. Et je passais donc, chaque soir, on se retrouvait autour de 16h, 15h, 16h. Et on passait 2 heures de temps à travailler. Je prenais, je lisais. Et ça qui m'a mis en confiance par rapport... J'ai compris que beaucoup de gens... Et c'est même ça qui m'avait motivé à créer mon groupe de répétition en 2004. Parce que j'avais compris que si les gens peuvent fréquenter jusqu'à arriver en licence et ils ne comprennent rien, absolument rien. Ça signifie que beaucoup de personnes qui deviennent docteurs sont aussi des personnes qui sont creux et qui sont vides, qui ne maîtrisaient rien. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait le 2A. Ils étaient nombreux qui avaient là-bas qui faisaient les 3 ans, les 5 ans en 2A. Et en thèse, alors c'était grave, parce qu'en thèse, une personne pouvait facilement faire 15-20 ans en thèse, en doctorat. Or, personnellement, je me disais, pourquoi ne pas résoudre le problème dès la base, c'est-à-dire dès le niveau 1, dès la première année. Et dans cette année-là, le gars que je répétais au niveau, dans celui-là qui était venu de Polytechnique, avait réussi son concours. Il avait réussi à son concours du second cycle. Il est venu, m'a remercié, à me donner encore 10 plats de resto, c'est-à-dire 1000 francs. Et moi, j'étais tout heureux, j'étais fier. Ça m'avait mis en confiance. Et je comprenais que mon projet de répétition était un projet valable. Je comprenais qu'il y avait un véritable besoin pour pouvoir faire la répétition. Revenons en 2007, 2006. En 2006, on lance la répétition et on continue avec la répétition et j'augmente les prix de mes répétitions. Je dis maintenant, l'unité d'enseignement, c'est 3000 francs. L'unité de valeur à l'époque, je monte les prix à 3000 francs. À ma plus grande surprise, j'ai plus d'étudiants qui acceptent de payer. Et cette année-là, je ne veux pas vous cacher, j'ai fait un tabac. Mais je n'avais pas les gros effectifs. Tous mes effectifs réunis pouvaient atteindre 40 étudiants. Donc, et chez nous, lorsqu'on travaillait avec les étudiants, ils partaient travailler avec leurs camarades, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, les faits indirects faisaient qu'au niveau de la faculté, les notes étaient améliorées, c'est-à-dire le niveau réel des étudiants était amélioré. Et les étudiants pouvaient facilement réussir au concours. À leur concours, ils pouvaient facilement réussir pour aller en classe supérieure et réussir facilement à leur concours. Et les retours nous revenaient. Parce qu'il y avait des personnes qui nous disaient, bon, nous on vous remercie franchement pour le secours que vous avez. Nous on dit, nous on ne fait que faire notre part de travail. Vous aussi.
essayez d'aider autant que possible ceux qui sont proches de vous, ceux qui sont autour de vous. Et voilà donc que nous avons continué avec nos cours de répétition. On a continué, on a travaillé 2007, 2008, 2000. Bon, et je voudrais vous préciser, moi en ce qui concerne l'année 2006, j'aurais à vous raconter cette histoire-là. Comment ça s'est passé, comment j'ai été admissible à l'école normale supérieure de Yaoundé 1 et comment à la fin, bon, je ne vais pas dire que j'ai échoué, je vais dire qu'on m'a retiré. On nous a retiré pas, je n'étais pas seul. Je vais vous raconter ça dans une autre vidéo. Mais à la fin, donc, globalement, j'avais échoué. J'aurais à vous raconter ça parce que, en fait, il faut tirer les leçons du passé pour mieux construire l'avenir. Et je pense que, personnellement, c'est parce que je ne m'attache pas au problème. Que je n'ai pas fait de ça un problème. Je ne m'attache pas. Je pense que la meilleure des choses, c'est que quoi? C'est que quand il y a des choses comme ça, c'est mieux de passer. Quand les gens ne grandissent pas, si vous avez des gens qui ne sont pas au même niveau que vous, ne les considérez pas, ne considérez pas ça comme un problème s'ils posent des actes qui ressemblent aux actes des enfants. Donc, 2007, 2008, 2009, notre groupe continue à progresser. 2010, j'entre à l'école normale, auditeur libre. Je vais vous raconter aussi cette autre partie-là, quand je suis à l'école normale, comment ça se passe. Je vais vous raconter parce que c'est important de comprendre. Vous voyez un peu qui je suis et pourquoi est-ce que le groupe notre groupe YouTube a été créé. Pourquoi, par exemple, comment nous on fonctionne, comment vous aussi vous pouvez créer dans votre environnement si peut-être vous avez les mêmes difficultés qu'il y avait ici à l'époque dans nos universités. Si vous avez les mêmes difficultés, si vous voulez aussi relever le niveau des étudiants ou des élèves dans votre environnement immédiat, comment vous pouvez procéder. Aujourd'hui, nous, on ne peut plus se limiter à notre environnement immédiat. C'est la raison pour laquelle on a créé cette plateforme, c'est-à-dire cette chaîne YouTube, où par exemple, on peut, dans laquelle on peut étendre notre travail, on peut étendre la visibilité de notre travail. Et nous pensons que notre objectif, nous pensons et nous voulons que notre objectif soit surtout de galvaniser, d'inspirer d'autres personnes à créer des groupes de ce genre et de permettre donc rise, donc de permettre la montée, n'est-ce pas, du niveau intellectuel, du niveau éducatif dans votre environnement immédiat. C'est ça notre souhait. Et je pense que avec votre aide, avec votre soutien, si vous êtes inspiré, nous on va arriver. Et je pense, et je voulais encore, avant de continuer, je voulais vous remercier pour, nous sommes actuellement déjà à 1028, 1029 abonnés. Merci déjà pour ça. Mais pour les heures de visionnage, nous n'avons pas encore monétisé la chaîne. On n'a pas encore monétisé la chaîne parce que pour le moment, nous sommes à 2300, presque 50 heures de visionnage. Il nous reste encore 1650 heures de visionnage. Il nous reste encore 1650 heures. Mais on espère que dans les prochains jours d'ici, nous sommes déjà presque à 8 mois de fonctionnement. Le 8 de ce mois-ci, le 8 octobre, nous serons à 8 mois de fonctionnement depuis la création de notre chaîne YouTube. Donc, je continue avec notre histoire. En 2014, 2013, déjà 2010, j'entre à l'école normale. Et puis le groupe de répétition, je vais aussi vous raconter l'anecdote avec un de mes partenaires dans lequel on était dans le groupe. J'avais pris un partenaire et on travaillait ensemble. Je vais vous raconter l'anecdote avec mon partenaire. Lui donner les mathématiques aux mathématiciens. Et on travaille correctement. Je vais vous raconter tout ça dans une autre vidéo. Je ne voulais pas que cette vidéo soit trop longue. Je voulais vous expliquer de façon grosso modo la jeunesse de notre groupe, son évolution. Et il y a eu plusieurs, donc dans les années 2012, 2011, 2012, 2013, 2014, jusqu'à aujourd'hui, notre groupe a continué à progresser. En 2016, on a fait une expérience, j'ai fait une expérience avec certains de mes partenaires étudiants. C'est-à-dire on a fait une expérience avec eux, parce qu'à l'époque, je prenais les gens, ils payaient le semestre. Donc on est monté dans les années 2010, oui, en 2010. Donc 2009. En 2009, à partir de 2009, on a commencé à prendre 5000 francs par semestre, c'est-à-dire pour 5 mois de travail, 5000 francs pour chaque unité d'enseignement pour un semestre.
Et je ne veux pas vous cacher, depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, on prend 5 000 francs par unité d'enseignement pour un semestre. Mais j'ai fait une expérience entre-temps en 2010. En 2010, j'ai fait une expérience, c'est-à-dire j'ai travaillé avec une personne qui venait d'Allemagne. Elle est arrivée, elle est allée voir les docteurs, les doctorants, tout ça comme ça, elle n'arrivait pas à comprendre la chimie, la biochimie, la physique du niveau 1 au niveau 3. Elle a vu les docteurs, elle a travaillé avec eux pendant près de 2 semaines, elle ne s'est pas en sortie. Et elle m'a cherché. On lui a dit que va chercher Bao, du groupe Nabla. Va chercher Bao du groupe Nabla. Et c'est comme ça qu'elle m'a cherché en 2010. Et on a travaillé. À la fin, elle était très fière. Je vais vous raconter cette anecdote-là aussi. Il faudra que j'entre en profondeur là-dessus. C'est-à-dire, comment, par exemple, j'ai travaillé avec cette fille, comment j'ai négocié avec cette fille-là qui sortait d'Allemagne. Elle quittait la 3e année pour la 4e année en fac médecine en Allemagne. Donc elle avait eu la licence, il fallait qu'elle passe en master en médecine. Je vais vous raconter l'anecdote, comment j'ai négocié tout ça. Bon, maintenant, en 2000, je crois que c'était en 2011, 2012. 2011-2012, j'ai aussi eu un contrat de 100 000 francs. C'est la première fois que je répète une personne dans mon groupe et qui me paye 100 000 francs pour un mois de répétition. On travaillait en 3 matières, donc on travaillait 3 fois par semaine. La personne était dans une école de formation ici au Cameroun qu'on appelle, à Yaoundé, qu'on appelle Siantou supérieur. Donc elle était en première année Siantou, elle était là pour le BTS. J'ai travaillé avec elle pendant un mois. Et le mois là, elle m'a payé 100 000 francs. Et je lui ai donné les bases, c'est-à-dire tout. En fait, chez moi, c'est difficile qu'on ne soit pas satisfait, normalement. Mais à mon niveau, à notre niveau, on se bat pour faire notre mieux. Nous ne sommes pas des dieux, nous essayons d'apporter notre part de pierre à l'édifice, à la construction de l'édifice national, c'est-à-dire international, africain et mondial aussi. Nous essayons d'apporter notre part de contribution. Et c'est comme ça qu'on a donc continué à travailler. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, notre salle, et la salle-ci, dans laquelle on se trouve là, on est arrivé ici, l'histoire de cette salle, c'est qu'on commence en 2009. En 2009, je voulais passer à un autre niveau, parce qu'à l'époque, on travaillait dans les salles de l'ESTIC, à l'université Yaoundé 1. L'ESTIC, c'est l'école des journalistes. Donc, on partait voir les gardiens, et on louait les salles, par exemple, après les cours. On occupait, on les motivait pour avoir les salles après les cours. Jusqu'à les cours sont finis, on peut avoir 2 heures, 3 heures de temps, on travaille avec les étudiants. Et ça marchait. De 2000 heures, on a commencé comme ça, de 2004 jusqu'en 2009, jusqu'à 2008. Et en 2008, il y a un grand projet, 2007-2008, on casse les bâtiments de l'ESTIC, les bâtiments qu'on appelait poulailler à l'époque, pour construire de nouveaux bâtiments neufs jusqu'à 2008. Et en 2008, il y a un grand projet, 2007-2008, on casse les bâtiments de l'ESTIC, les bâtiments qu'on appelait poulailler à l'époque, pour construire de nouveaux bâtiments qui vont abriter des nouvelles. Donc, ils tentent d'agrandir, l'ESTIC est en train de s'agrandir, créer de nouvelles filières. Ils ont besoin de plus d'espace, de plus de salles pour pouvoir faire leurs cours. C'est donc comme ça qu'à partir de 2008, donc 2009, j'envisage déjà quitter ces lieux-là parce que, en fait, c'était très pénible au plan du stress, au plan psychologique. À tout moment, on venait nous faire sortir des salles, dont on vient trouver peut-être après le cours. Je me souviens de l'ancien secrétaire général de l'ESTIC qui venait nous faire sortir des... Donc, en fait, il y avait un système de 2 poids 2 mesures. Nous, on nous faisait sortir alors qu'il y avait d'autres personnes avec lesquelles donc, bon, en fait, des gens de son village avec lesquels ils traitaient. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il s'agit de vous relater, de montrer que, en fait, malgré tout, il faut vous en sortir. Si vous avez un projet qui est bon, il faut vous lancer, vous en sortir. Donc, voilà, par exemple, cette salle, on est là depuis 2009. Donc, nous sommes en 2022, ça fait 13 ans que nous sommes dans cette salle. Et on travaille avec les étudiants, on travaille constamment, on fait les prépas concours ici dans cette salle. Et je voudrais aussi préciser que ici, nous sommes au quartier, nous sommes proches de l'université, nous sommes proches de l'école nationale supérieure polytechnique. Donc, s'il y a des personnes qui voudraient aussi continuer à faire les prépas concours, nous sommes là. Vous pouvez venir faire les prépas concours annuels. Il faut aussi attendre à moins de 2, moins de 3 mois du concours et venir vous inscrire. Je
chez nous, on s'occupe véritablement, on cherche à ce que les gens aient les racines, la fondation doit être solide. Il y a des gens qui se fâchent, qui nous ont dit, beaucoup de personnes qui ne veulent pas comprendre leur cours, qui veulent seulement valider leur matière, en fac nous fuient. Parce qu'ils disent qu'on lève torture. Mais s'ils considèrent que le fait de chercher à ce que les personnes aient des bases, c'est la torture, c'est vrai, c'est que nous on les torture. Mais nous, ce n'est pas de la torture qu'on fait. On essaie de faire en sorte que les personnes aient des bases. Observez un peu, nos universités n'ont pas les brevets. Il n'y a pas le système de brevets d'invention. Chez nous ici en Afrique, chez nous ici dans nos universités. Or, voilà par exemple une niche qui peut permettre facilement à nos universités d'avoir sérieusement de l'argent. On n'a pas de prix Nobel ici en Afrique, mais on a le potentiel pour avoir ce prix Nobel. Regardez les publications. Il y a par exemple l'Allemagne, la France, la Belgique, les États-Unis qui profitent énormément du fruit des travaux de nos universitaires. Notre pays ne profite même pas sérieusement de ces travaux-là. Eux, ils ont la technologie, mais nous pouvons développer nous-mêmes cette technologie ici. Pour le moment, nous sommes dans les répétitions, nous sommes dans l'entrepreneuriat. Mais s'il y avait possibilité que nos dirigeants puissent, par exemple, penser à ça, c'est-à-dire voir comment on peut faire, par exemple, créer, par exemple, une synergie. Parce que je vais vous dire une chose. Lorsque j'étais à l'école normale, mon encadreur, c'est-à-dire mon professeur, lui, par exemple, m'avait dit une chose. Je lui ai demandé, mais monsieur, avec les travaux qu'on est en train de faire ici dans votre laboratoire, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas chercher à ce qu'on puisse déposer même des brevets d'invention à la fin des travaux que nous sommes en train d'effectuer? Parce que les travaux qu'on effectuait étaient vraiment quelque chose de, je vous dis, marvelous, comme on dit en anglais. C'était merveilleux. Et personnellement, je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas de brevets d'invention. J'ai beaucoup de mes étudiants qui sont docteurs, qui sont professeurs au niveau des universités, au niveau du Cameroun et au niveau du monde. Mais le problème, c'est que quoi? C'est qu'on ne fait absolument rien pour créer une synergie, pour faire en sorte que, par exemple, ces chercheurs-là puissent être mis ensemble pour défendre une cause commune, qui serait peut-être de déposer un brevet d'invention, des brevets d'invention pour les universités. L'État pourra financer, par exemple, ces brevets-là. L'État pourra financer et à la fin, par exemple, peut-être qu'est-ce qui peut se passer? 50% rentre dans les caisses de l'État, 50% dans l'université, dans les universités, au niveau du ministère, par exemple. Et maintenant, sur les 50%, 10% rentrent au ministère et 40% rentrent dans l'université. Après ça, sur les 40%, maintenant, on peut prendre encore 10% qui rentrent dans toute l'université, 30% rentrent dans la faculté. Maintenant, on passe sur les 30%, on prend encore 10% qui part dans toute la faculté et maintenant 20% rentrent dans le département. Et maintenant, sur les 20%, par exemple, au niveau du département, le département peut avoir 10%, le laboratoire 10%. Et l'étudiant qui a travaillé, le professeur, il peut avoir 5% et le reste du laboratoire 5%. Je pense qu'avec ça, ça va faire en sorte que peut-être si nos dirigeants peuvent implémenter cela, ça pourra permettre peut-être à nos universités d'être plus mieux cotées. Parce qu'en fait, en ce qui concerne la matière humaine, il y en a. Il y en a. En ce qui concerne les travaux, la qualité des travaux, il y en a. Il y en a suffisamment. En ce qui concerne les brevets, on peut le faire. Moi, je crois. Parce que ce que j'ai pu faire à mon niveau, je ne suis pas docteur. Je précise bien. Je ne suis pas docteur. Je suis professeur. Je ne suis pas docteur. Je suis professeur des lycées d'enseignement général. Je ne suis pas docteur. Donc, si à mon petit niveau, j'ai pu faire que certains de mes étudiants déposent des brevets d'invention. Mais ça, c'est à titre, c'est l'entreprise qui va profiter de ça. L'entreprise, par exemple, là, je vous ai parlé dans l'une de mes vidéos de l'un de mes étudiants qui est entré à l'école nationale supérieure polytechnique de Yaoundé et qu'à sa sortie, avant sa sortie, dans l'entreprise pour laquelle il travaillait, a déposé un brevet d'invention. Il était le seul qui a été recruté après sa formation. Donc, moi je pense que aussi, si nos dirigeants veulent, si les dirigeants africains veulent, on peut créer une synergie, on peut renforcer, faire en sorte que nos universités soient capables de rapporter de l'argent. Pas en demandant de l'argent aux étudiants, mais pas en créant des formations, donc, en faisant plutôt que, en utilisant la niche qui est celle des brevets d'invention. C'est possible, moi j'y crois. Aujourd'hui, je suis dans l'entrepreneuriat. Bon. Si c'est que ce n'est pas possible,
Ce que nous on va faire, c'est qu'on va donc créer des universités, on va créer des écoles dans lesquelles ça sera possible. Mon souhait a toujours été de faire cela, c'est-à-dire de créer par exemple des écoles où on peut implémenter cela pour montrer que c'est possible. Mon souhait sera donc de créer des écoles secondaires, des écoles supérieures dans lesquelles on pourra implémenter ces notions de brevet d'invention et faire en sorte que l'argent va entrer sérieusement dans notre pays, va entrer sérieusement dans nos universités. La recherche sera une recherche de qualité. Et là, par exemple, je pense que selon ce que nos dirigeants nous disent, on pourra atteindre une émergence, une véritable émergence. Ça, c'est ce que moi je pense. Et ce que je leur propose si eux, ils veulent bien les appliquer. Moi, je suis entrepreneur, je suis enseignant. Pour rien, je ne pourrais laisser l'enseignement. Pour rien, je pourrais laisser l'entrepreneuriat. Donc, c'est leur rôle, c'est leur travail. Ce sont eux que nous avons choisi de nous diriger. Et moi, je pense que s'il y a possibilité, eux, ils peuvent nous aider. Donc, jusqu'aujourd'hui, je vous ai dit, il y a des petites histoires que j'aurai à vous raconter concernant notre groupe de répétition. Et pour ceux qui veulent faire la répétition dans notre groupe, on travaille en biochimie. Pour le niveau 3, pour ceux qui sont au niveau 3 biochimie, on travaille d'habitude en enzymologie. Donc sur les enzymes, on travaille aussi en chimie organique. Ils font. Donc on travaille en enzymologie, on travaille aussi en chimie organique. Bon, en ce qui concerne le métabolisme, bon, en fait, nous estimons que c'est évident, c'est facile. Nous ne prenons que les matières qui semblent difficiles. On ne prend que les matières, mais s'il y a des personnes qui estiment que le métabolisme sont difficiles ou bien les travaux pratiques de biochimie sont difficiles, on pourra leur aider là-dessus. Mais nous allons les aider plutôt gratuitement. Nous estimons que c'est simple. On peut leur demander une quote-part parce qu'il faut payer le loyer de là où on habite. Il faut payer la croix, il faut payer le courant. Ouais, par exemple, c'est l'énergie qu'on utilise ici. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Abonnez-vous. Abonnez-vous et partagez nos vidéos. Et voyez comment vous pouvez aussi implémenter ça. C'est-à-dire ce que nous on a fait ici, les groupes de répétition dans vos universités en Afrique, dans vos universités au Cameroun, dans vos universités dans le monde.